Salut Marion, comment vas-tu? Salut Idriss, ça va très bien et toi? Ça va super. Bah écoute, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. T'es la première fille qu'on reçoit dans ce podcast, la première de beaucoup j'espère. J'espère aussi. Super. Du coup, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas, à part les amis à qui tu vas recommander ce podcast? Ça marche. Bonjour, du coup, moi c'est Marion Vité. J'ai 21 ans, donc je viens de Marseille à la base, mais je fais mes études maintenant à Paris, donc dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCP. Et en parallèle de mes études, j'ai lancé du coup un projet entrepreneurial qui s'appelle Illico Green, et peut-être que j'expliquerai un peu après ce que c'est. C'est ça, voilà, on est là pour ça, pour parler d'Illico Green, mais du coup, juste avant, comme je te l'ai dit, on va un peu t'introduire aussi. Donc là, tu nous as fait une présentation assez brève, mais est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours de vie de 0 à 18 ans, sans forcément entrer en détail, mais où est-ce que tu as grandi, comment tu étais à l'école, quel genre d'enfant, de jeune tu étais? Ouais, carrément. Du coup, moi, je suis née à Lyon à la base. Bon, je suis restée 1 ou 2 ans maximum. Ensuite, je suis venue à Marseille. Donc, mon parcours assez classique. J'ai fait primaire, collège, lycée, plutôt classique. Lycée général. Ensuite, j'ai fait un bac S. Et suite à ça, du coup, j'ai fait une prépa ECS. Ouais, Donc, maintenant, ça s'appelle prépa ECG. ok. Mais à l'époque, c'était la même chose, mais pour ceux qui avaient fait un bac S. Et donc, c'est les prépas qui préparent justement aux écoles de commerce, au concours Ouais. pour y entrer. Et donc, t'as Et fait une prépa, c'était une bonne élève toute ta scolarité, c'était comment à l'école? ouais, en vrai, j'étais une bonne élève jusqu'en, on va dire, cinquième. Ouais, Ensuite, en cinquième, j'ai changé de collège et je suis allée dans un collège qui était un collège privé. Jusqu'au présent, j'étais en public. ouais, Et du coup, là, les attentes n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, c'était un peu compliqué pour moi de me mettre à niveau des autres, ok. comprendre un peu les normes qu'il y avait un peu là-bas par rapport aux profs qu'ils avaient. Enfin, tout le monde était, en fait... Bah, c'est totalement différent, ouais, c'est quoi. ça, tout le monde avait l'habitude. Et donc, toi, Ouais. t'arrives là, t'as pas trop les codes. Et donc, pour moi, c'était un peu galère, quatrième, troisième. Fin de troisième, j'ai commencé à remonter un peu la pente, Ouais. à comprendre un peu les trucs. 2 ans d'adaptation. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu de temps, mais on s'y fait. Et ensuite, lycée, rebonne élève. Franchement, j'étais dans les meilleurs dans ma classe. Donc après, c'était assez simple pour moi Ok, pour l'école. bon ben ça va alors. Et la Marion qui était au collège-lycée, elle rêvait de faire quoi de sa vie un peu? Elle voulait être vétérinaire, à chaque fois hein, je cite Ouais, des métiers un peu clichés. ouais. Ouais, qu'est-ce que t'aspirais à faire? Alors, collège, je crois que je voulais être actrice à l'époque. Ok, C'est un truc que je veux plus du tout faire maintenant. ouais, Mais pourquoi? franchement, je suis pas très à l'aise non plus devant une caméra. Je pense que quand j'étais petite, j'aimais bien justement tourner des films, etc. Ouais, Moi, filmer. Et je sais pas pourquoi je voulais faire actrice à cette époque-là. tu dis Je du pense que théâtre j'avais fait un peu de théâtre, mais j'étais pas non plus hyper fan de ça. Euh, et ensuite, c'est pendant le lycée, je sais plus exactement ce que je voulais faire. Je crois que c'est justement l'entrepreneuriat, j'ai commencé un peu à le découvrir au lycée, mais rapidement. Et comme j'ai fait un bac S, ouais, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Donc soit ce qui va être plutôt médecine, soit ingénieur, soit justement il y avait le côté commerce avec la transition avec la prépa ECS. ouais. Et c'est ce qui m'attirait le plus, sans trop savoir ce que je voulais faire à l'époque. Ouais, bien sûr, bon, Ouais, c'est toujours compliqué à ce moment-là. Mais du coup, comme tu nous as dit, tu as fait une prépa. Donc, si j'ai déchiffré un peu ouais, les initiales, c'est économique et commercial, ouais, option c'est ça. scientifique, non? Ouais, c'est ça, j'ai pas détaillé, mais. Ok. Et du coup, pourquoi tu t'es lancé dans une prépa? Alors, à la base, j'ai beaucoup hésité après le bac S entre faire justement directement un DUT par exemple, Ouais, qui est directement technico-commercial, ou je sais plus exactement quelles sont les dénominations, ouais, et faire une prépa, parce que j'avais pas forcément envie de souffrir en prépa pendant 2 ans bien sûr. pour ensuite entrer en école. Et je sais qu'il y a des passerelles après Moi, le c'est ce que j'ai DUT. fait. Ouais, voilà, c'est Enfin, ça. moi, j'ai fait après un BTS, mais c'est après comme ça que ça fonctionne. Ouais. Bah voilà, j'avais hésité beaucoup entre les deux, mais justement, comme j'étais bonne élève, Ouais. bah, les profs m'ont beaucoup Ils te poussée vers la poussent, ouais, bien prépa, sûr. voilà. Et au final, c'était pas une mauvaise chose d'avoir fait une prépa. Franchement, je trouve que ça m'a quand même appris beaucoup de choses en termes de méthode de travail, en termes de résilience, on va dire Bien aussi. sûr.
Mais c'est pour ça au final que j'ai choisi la prépa. Mais c'était dans l'optique vraiment de faire l'école de commerce. Et ça s'est bien passé pour toi, cette période prépa, 2 ans assez intense? C'était intense, c'est ça. C'était quand même assez difficile parce que tu sors du lycée où t'es super bon élève et tu débarques dans une prépa où t'es dans la moyenne basse, on va dire. Bien sûr. Surtout qu'ils essayent pas mal de te saquer en prépa. C'est ça. T'as des super mauvaises notes, c'est ça. Les maths, je galérais de ouf, alors que jusqu'à maintenant, tout allait bien. C'était quand même assez difficile. Mais en vrai, ça va. Je pense que par rapport à d'autres personnes, j'ai pas trop mal vécu. Donc au final ça allait, et surtout j'ai eu une école qui me plaisait, donc à la fin j'étais contente. Je comptais pas refaire une 3e année dans tous les cas, et quelle que soit l'école, j'y serais allée dans tous les cas. En plus, très bonne école, parce que du coup à l'issue de cette prépa, comme tu nous l'as dit rapidement, tu as intégré l'ESCP. Et tu nous as un peu dit au début, mais pourquoi tu as voulu faire vraiment une école de commerce, quoi? Alors bonne question. En fait, je pense que au début c'était sans trop savoir ce que j'allais faire derrière. C'était plutôt par défaut, parce que je voulais ni faire ingénieur ni faire dans la médecine. Et on va dire les 2 études larges, c'est commerce et ingénieur. Mais du coup, ingénieur, faut avoir envie quand même de s'y lancer. Moi, j'ai jamais été trop fan non plus des matières scientifiques. Et par contre, j'ai toujours eu justement cet aspect, cet attrait plutôt du commerce. Quand j'étais petite, j'ai toujours adoré vendre des trucs. Je faisais mes bijoux, je les vendais à tout le monde. Ensuite, j'avais carrément créé une genre de petite marque autour de ça. Même au lycée, j'avais continué. Donc, franchement, je pense que c'était un domaine qui m'intéressait de base sans trop savoir exactement ce que je voulais y faire. C'est difficile à définir, c'est sûr. Et parfois, on dit, j'aime bien le truc commercial. Mais c'est quoi le commercial en fait, vraiment? Je sais pas, j'aime bien la relation avec les gens, discuter, négocier, etc. Mais ça reste assez large. Et bon, après, on voit en école de commerce, mais il y a des gens qui se dirigent vers plein de choses différentes, dont l'entrepreneuriat. On en parlera juste après. Mais du coup, tu seras diplômé l'année prochaine. Là, tu as déjà fait 2 ans à l'ESCP. C'est ça. J'ai fait un équivalent de L3, ensuite le première année de master. Donc, c'est le programme grande école pour les gens qui connaîtraient. Qu'est-ce que tu en tires un peu de ces 2 ans qui sont écoulés là, à l'ESCP? Alors je pense que j'en tire surtout des rencontres humaines plus que des cours, on va dire, en eux-mêmes, parce que faut pas se mentir, en école de commerce on a 15-20 heures de cours par semaine maximum. Bien sûr. Mais à côté de ça, ce qui est cool, c'est les associations. Moi je m'étais pas mal investie dans une association, c'est une association écolo en fait de l'école qui s'appelle le Noise. Et en fait il y a un réseau, peut-être que tu connais, parce qu'il y a un réseau de Noise dans plusieurs écoles de commerce. Je connais pas comme ça, mais du coup j'ai un peu fait mes recherches sur ton profil avant de faire cet entretien. Et on parlera de comment tu as rencontré tes associés, mais je crois que tu les as rencontrés dans ce cadre-là, mais tu t'es bien renseigné. On y reviendra. Mais du coup c'est vraiment les assos et le réseau qui font les écoles de commerce. Et aussi parfois les stages qu'on peut... les stages aussi. En fait, l'école, ça aide beaucoup à avoir les stages ensuite par la suite. C'est beaucoup plus simple. Et je crois que le SCP, c'est une école qui est assez orientée entrepreneuriat en termes de commerce. Toutes les écoles de commerce ne sont pas très orientées entrepreneuriat. Je ne sais pas si le SCP, ça fait partie des écoles où tu as quand même des cours qui s'y introduisent, sans bien sûr rentrer dans les détails, parce que c'est quand même toujours compliqué dans les détails de l'entrepreneuriat. Mais un peu, on fait des business models, on fait, parce que je sais qu'il y a des gens qui sortent de grandes écoles de commerce et qui n'ont jamais entendu parler de business model, qui n'ont jamais fait de Canva, etc. Et du coup, ça peut être assez choquant, parce que moi, du coup, j'ai fait 2 écoles de commerce qui sont très axées entrepreneuriat. C'est comment le SCP là-dessus, tu l'as ressenti comment? Alors, je t'avoue que si tu t'intéresses pas à l'entrepreneuriat, il n'y a pas de cours de base d'entrepreneuriat. En première année, ni le premier semestre de la 2e année qui est commun en fait à tout le monde. On n'a pas eu de cours d'entrepreneuriat. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un incubateur de l'ESCP que tu peux aller voir si ça t'intéresse, qui fait aussi des programmes un peu pour t'introduire à l'entrepreneuriat. Mais de base, personne n'en parle dans les cours en fait. Ils peuvent en parler, mais il n'y a pas de cours dédiés à ça. Il n'y a pas de cours dédiés. Mais par contre, en master, tu peux choisir des spécialisations en fait entrepreneuriat. C'est les masters spé. C'est ça. Non, c'est pas les masters spé. Non, c'est vraiment dans le PGE. Tu peux dans le PGE, tu choisis des spécialités. Et moi, j'avais choisi notamment là une spécialité entrepreneuriat. Ok, d'accord. Donc, tu as pu quand même avoir des Après, c'était quali quand même. Une fois que tu choisis ta spé. D'accord. Ok. Et donc, tu en tires des rencontres et des rencontres assez déterminantes, parce qu'on va en parler tout à l'heure après avec Illico Green. Il faut même déjà commencer à en parler.
Parce que du coup, en décembre 2021, enfin en tout cas, c'est ce qui marque sur LinkedIn, Ouais. mais c'est plutôt en septembre 2022, ce que j'ai pu comprendre que vraiment Illico Green s'est lancé. Ouais, c'est plutôt ça. Plutôt ça. Du coup, c'est une plateforme offrant aux étudiants des codes de réduction chez des entreprises qui sont du coup éco-responsables. C'est ça. Avant de rentrer dans les détails de tout ça, est-ce que tu nous parlais d'où vient cette sensibilité pour les sujets d'écologie et d'éco-responsabilité? Alors, ce serait difficile de déterminer au tout début où est-ce que ça a commencé. Je pense que peut-être que quand j'étais au lycée, j'ai commencé d'abord à m'intéresser à tout ce qui était souffrance animale. Donc j'ai commencé à devenir végétarienne parce que j'avais vu pas mal de vidéos sur la souffrance animale, les abattoirs, les élevages, etc. C'était une copine en fait qui m'a sensibilisée à ça, qui elle était devenue végétarienne justement. Ok. Et en fait, quand tu t'intéresses à tout ce qui est végétarisme, tu te rends compte que c'est pas que pour la souffrance animale et qu'il y a aussi un impact environnemental énorme de consommer de la viande. Et donc quand t'arrêtes, tu te dis que c'est aussi pour ça au final. Et c'est ça qui m'a, je pense, lancé là-dedans et qui m'a fait peut-être suivre des comptes qui parlaient de ça, etc. Bien sûr. Ouais. Et ensuite, je pense que justement mon engagement environnemental s'est vraiment concrétisé quand je suis rentrée dans l'association écolo là, de l'ESCP Le Noise. Parce que là, justement, tu es entouré de gens qui sont engagés, de gens de l'année au-dessus qui s'y connaissent peut-être un peu plus, etc. Et donc, je pense que c'est là que ça a vraiment... ça m'a donné envie de vraiment lancer un projet concret là-dedans en fait. Ok. Et juste pour rester un peu dans le sujet de l'écologie, on sait qu'on est une génération quand même qui est pas mal sensibilisée à ça, enfin en tout cas plus que nos aînés. Mais toi tu le ressens comment toi aujourd'hui quand tu dis voilà moi je suis végétarienne, je m'engage pour l'écologie dans l'association, dans mon projet entrepreneurial, tu le ressens comment des gens un peu de notre âge comment tu le perçois en fait? Tu veux dire comment j'ai l'impression que c'est perçu par les autres? Comment tu as l'impression que c'est perçu? Ouais. Alors c'est assez contre-intuitif parce qu'il y a à la fois le côté il faut être écolo, c'est bien de consommer moins, consommer mieux, etc. Mais d'un autre côté, tu as aussi ce préjugé un peu sur les écolos qui veulent te priver de tes libertés parce que tu vois qu'eux, ils mangent pas de viande, ils se mettent des contraintes à eux-mêmes et du coup, tu as l'impression que toi aussi tu dois le faire, mais si tu le fais pas, ça te met une dissonance cognitive. Et vu que t'as pas cette envie au profond de toi, du coup tu prends ça comme quelque chose qu'on t'oblige à faire, une contrainte. Alors que quand du coup t'es touché vraiment dans ce sujet comme tu l'es toi, tu vois pas ça comme... Je pense que c'est même pas que t'as pas forcément l'envie profonde au fond de toi, mais je pense que c'est surtout que peut-être que tu sais que c'est ce que tu devrais faire, mais comme tu le fais pas, il y a une dissonance cognitive qui se crée en toi, et donc tu vas avoir tendance à inventer un peu des arguments pour te protéger de toi-même en fait, et pour pas que tu te dises ce que je fais c'est mal. Et par exemple pour les animaux tu vas dire de toute façon les animaux c'est bête, je peux les manger, ou de toute façon le réchauffement climatique ça n'existe pas. Bon ça c'est un extrême, mais je pense que c'est un peu ça aussi qui se passe, alors qu'à l'inverse quand tu commences à t'engager, je trouve que justement il y a cet effet inverse où tu vas dire si je fais ça, faudrait que je change aussi sur ce point là, etc. Et en plus on est dans une société aussi très contradictoire parce que du coup on est une génération assez éduquée, on entend beaucoup parler du coup d'écologie partout, et en même temps au niveau des marques, et c'est aussi là où est ton engagement, c'est qu'on nous promeut des marques qui sont loin d'être éco-responsables, même tout le contraire, que ce soit avec Nike, Zara, même Shein ou Shein, comment on le prononce depuis ces dernières années, qui en fait connu un boom et qui est, je pense, une des plateformes les plus consommées auprès du coup d'une génération qui est au contraire devrait logiquement s'éloigner de tout ça. Donc beaucoup de paradoxes, et c'est aussi je pense de là que vient aussi Illico Green. Tu vas nous en parler parce que du coup t'es la mieux placée pour en parler. J'ai fait une petite introduction, mais du coup si tu peux nous détailler un peu plus ce que c'est Illico. Du coup Illico Green c'est parti justement de l'idée que quand tu es jeune et que tu veux justement consommer plus responsable, t'as pas forcément le budget qui va avec des produits qui sont parfois un peu plus chers que la moyenne, à part ce qui va être tout ce qui est seconde main, etc. Mais sinon ça va être pas forcément dans ton budget, et aussi le gros problème c'est qu'on connaît pas forcément les marques alternatives qui existent parce qu'elles ont un plus petit budget marketing et donc tu les connais pas forcément. Et il y a aussi le problème de la peur un peu du greenwashing,
souvent on va avoir peur que la marque se dise écolo, mais en fait elle n'est pas vraiment engagée, donc au final autant ne pas faire attention. Ouais. Et donc l'idée en fait d'Illico Green, c'est de répertorier des marques qui sont justement vraiment engagées. Donc c'est un peu de toute catégorie, ça te permet d'avoir des alternatives un peu pour y a ton mode, quotidien. Ouais, c'est ça, hygiène, beauté, beauté. Nourriture, je crois aussi. Ouais, nourriture, c'est ça. T'as même des services, par exemple réparation de vêtements, etc. Ouais, j'ai vu ça ouais. dans je sais plus comment s'appelle la catégorie. C'est service, on l'a service, appelé. Ouais, peut-être c'est pas le meilleur nom, mais... Ouais, non, mais c'est vrai que je voulais te poser aussi une question. Non, astuce. Astuce. C'est autre chose encore. Ouais, astuce, c'est plutôt des articles, un peu des tips en plus qu'on donne. Ok, mais vous êtes quand même en partenariat avec parfois des partenaires aussi. C'était nos marques partenaires justement, okay, avec lesquelles on a fait des... Okay. Donc c'est plutôt juste un autre volet du site. Ouais, c'est ça. Okay. Et du coup, pour finir, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on offre aux étudiants des codes de réduction chez ces entreprises-là. Ouais. Et elles, du coup, c'est aussi bénéf parce qu'elles ont plus de visibilité auprès des étudiants. Et donc voilà, l'idée, c'est que ce soit gagnant-gagnant. Ok. Et donc, cette idée, elle t'est venue d'où? C'est quoi la genèse du projet Illico Green à ses tout débuts c'est toi qui as eu l'idée, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais eu l'idée quand je suis rentrée à l'ESCP un peu. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un problème que j'avais personnellement. Je cherchais des marques justement qui soient plus éco-responsables, mais je passais des heures à trouver une marque qui soit à peu près abordable, que j'ai l'impression qu'elle soit vraiment éco-responsable. Ouais. Et encore, ça pouvait être toujours un peu cher pour moi. Ouais. Et donc je me suis dit, maintenant que j'ai fait cette sélection un peu de marques en lesquelles j'ai confiance, et qui sont à peu près abordables, pourquoi pas leur proposer justement un principe de réduction étudiante, parce que je sais que je suis pas la seule à vouloir consommer mieux et à être étudiante, et du coup c'est là que c'est parti Illico Green. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec tes associés? On en a un peu parlé, tu l'as rencontré dans l'association, en tout cas un des trois, enfin des deux du coup. Ouais. Vas-y, raconte-nous un peu la rencontre avec les deux associés. Il y en a un que j'ai rencontré justement au Noise. Donc au Noise, j'étais donc l'association en question. Ouais. Donc j'y étais vice-présidente, et en fait mon autre associé était président aussi de cet asso. D'accord. Et donc lui, je l'avais rencontré donc au Noise, mais pour l'instant c'était pas encore mon associé au début. Il connaissait le projet, il m'aidait un peu dessus, mais il n'était pas encore officiellement sur le projet. Okay. Et ça, c'était à quelle période à peu près? Alors en fait, j'ai vraiment commencé à me mettre à fond sur le projet, je pense en janvier 2022. Ok. J'ai commencé à vraiment travailler le truc. Il n'y avait pas encore le site ni rien, oui, mais je faisais des programmes un peu autour de l'entrepreneuriat, etc. D'accord. Et ensuite, du coup, le premier associé, c'est Mathéo qui m'a rejoint donc à l'époque. Et en fait, lui, je l'ai rencontré via un événement auquel je participais en tant que membre du Noise, qui était à l'Académie du Climat. Donc, c'est un lieu à Paris où il y a beaucoup d'événements autour de l'écologie, en fait. Et donc, lui, il était aussi à cet événement-là. Et donc, c'est là que je l'ai rencontré. Et lui, justement, il est en école que je dise pas des bêtises, c'est pas une école uniquement digitale, c'est tous les métiers du digital et de la gestion de projet. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Et ça s'appelle la Web School Factory. Ok. Et donc lui, justement, il avait beaucoup cet esprit entrepreneurial aussi. Il m'a parlé de plein de projets qu'il avait fait un peu aussi, qui étaient clairement des projets entrepreneuriaux. Ouais. Et il avait cette sensibilité aussi là par rapport à l'écologie. Et du coup, je lui ai parlé de mon projet parce que j'avais besoin de quelqu'un justement qui m'aide sur ce côté digital du projet qui est immense. C'est la base. Ouais, c'est ça. Pour avoir un site, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui sache, qui connaisse un peu tout ça. Même si maintenant, il y a quand même pas mal d'outils, no-code, etc. Bien sûr. Où tu peux quand même t'en sortir. Quand tu fais vraiment quelque chose de très propre. C'est ça, et surtout quand t'es seul, t'as déjà beaucoup de boulot niveau démarcher des marques, etc. Donc voilà. Et donc on s'est revus et ça matchait bien, et donc on a continué le projet ensemble. Okay. Et ensuite donc Maxence qui était du Noise, que j'avais rencontré au Noise. Donc ESCP. Ouais, ESCP, c'est ça. Donc lui, il est venu sur le projet plutôt en juillet 2022. Ok. Et ouais, c'est ça, il y a un an.
Et en fait, ça a commencé parce qu'il nous aidait un peu dessus et il aimait bien le projet. Et au fur et à mesure, il était souvent là, il nous aidait souvent, donc c'était un peu évident qu'il faisait partie du projet. Il faisait partie du projet petit à petit. Quoi. Et en plus de ça, petit détail qui n'en est pas un, c'est aussi devenu mon copain. Ouais. Et donc il était encore plus à fond avec moi dedans, donc sûr, forcément. Juste une petite question là-dessus, parce que moi, du coup on a un peu parlé de mon projet, mais du coup mon associé c'est ma copine aussi. Ah oui, ok, c'est comment, tu ressens comment toi d'entreprendre, d'avoir un projet avec ton copain du coup? Ouais, alors souvent on va nous dire oui, peut-être que vous connaissez pas du coup la limite entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais moi je trouve que c'est hyper stimulant en fait d'avoir un projet commun avec son copain et en fait on sait un peu comment on réagit dans la vie de tous les jours et on réagit un peu de la même façon dans la vie pro on va dire. Ouais. Donc au final je pense que c'est plus un avantage qu'autre chose dans la mesure où je sais comment je vais devoir lui parler, il sait comment il va me parler, etc. On sait dans quel mood on est un peu tout le temps. Et ça permet en fait, même si parfois on n'a pas de limite en mode à minuit on va pouvoir dire j'ai une idée, et si on faisait ça et tout. Mais au final, les idées elles viennent tout le temps, donc quand tu débutes un projet... et c'est super d'avoir la personne à côté de toi à qui tu peux directement transmettre l'idée. Et du coup tu échanges, avoir un échange, bien sûr. Ça évolue, donc au final je le vis plutôt bien. Donc, moi je le prends à peu pareil aussi. Nous en plus on est assez complémentaires sur plusieurs choses. Là, c'est ski, j'ai les miens, et donc... il y a des choses qu'elle préfère faire, que moi je préfère faire. Il y a plutôt une connaissance digitale, moi un peu moins. Moi je suis plutôt sur l'aspect commercial, donc c'est vrai qu'on là-dessus on se retrouve assez bien. Et je trouve que c'est un magnifique truc dans une relation de partager en plus du coup des sentiments de l'amour, un projet comme ça fort, et je trouve que c'est que du positif, même si nous du coup au début elle doutait un peu de ça. Elle a regardé sur internet, entreprendre en couple, etc. Ouais. Bon, il y a des choses qui sortent, des choses un peu moins, mais après je pense que tu le sens, c'est au feeling, et si ça se passe bien dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de raison que ça se passe mal après avec le projet. C'est ça, carrément. Et je pense que aussi quand tu entreprends, tu es à fond dessus. Et donc si tu es à fond dessus mais que tu as ton copain à côté qui est pas dessus, peut-être que ça va le saouler que tu passes pas. Là vous êtes tous les deux à fond, et vous passez des moments ensemble, mais du coup des moments à travailler, et pas juste des moments ensemble à faire. Après on est moins concentrés parfois, mais c'est pas grave. Il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà. C'était important pour toi de t'associer dans ce projet, ou tu penses que tu aurais pu le faire toute seule, ça t'aurait pas forcément dérangé, pas forcément en termes de compétences, peut-être tu nous diras, mais juste en termes de charge, de pression de ce projet, comment tu l'as... Comme j'ai dit au début, j'ai commencé toute seule, et je voulais vraiment ça me tenait à cœur de faire ce projet, mais j'avais personne avec qui le faire. Et je me suis dit tant pis, j'y vais seule. Je cherchais pas spécialement quelqu'un, mais maintenant que j'ai des associés, je trouve ça hyper important en fait, parce que quand je vais travailler seule par exemple, qui sont pas en même temps avec moi ou qui travaillent sur autre chose à ce moment là, je suis beaucoup moins motivée que quand ils vont être là à travailler aussi. Donc en soi je pense que je pourrais entreprendre seule, mais il faudrait que je m'entoure d'une équipe quoi. Ok, c'est important qui soient pas forcément des associés, mais c'est quand même mieux pour partager que ce soit les échecs comme les réussites, etc. Et bon là c'est bien 3 associés, c'est 3 salariés en fait dès le lancement du truc, donc en gros quoi, donc c'est 3 personnes qui peuvent travailler dessus, donc c'est mieux quand t'es seul, tu fais ta charge tout seul, et après tu dois aller trouver stagiaires, alternants, etc. Et là et surtout c'est pas des salariés, parce que du coup comme on se paye pas au début, on se paye c'est pas, surtout ça qui est pratique. Ah oui non mais c'est ça qui est pratique, du coup c'est dans ce sens là que je disais, même si aujourd'hui il y a pas mal de choses qui se font, stage tu peux toujours en avoir gratuit, mais sinon tu as des aides, alternance aussi, mais c'est vrai que ça reste quand même une somme à débourser au début, et mieux vaut l'investir dans le projet directement, on va dire dans de la com ou autre. Aujourd'hui tu as une trentaine de marques partenaires du coup avec Helico Green. Comment s'est passé les toutes premières connexions du coup avec ces marques? Tu as dit que tu faisais un peu du dénichage de ton côté avant même qu'il y ait le site. Mais du coup ça s'est passé comment vraiment les premiers contacts avec ces partenaires? Comment tu les as abordés? Qu'est-ce que tu leur as dit? Comment tu les as convaincus de ton projet? Alors au tout début j'étais terrifiée à l'idée d'appeler une marque partenaire, parce que j'avais beaucoup ce sentiment de pas être légitime, il y avait encore rien qui existait, etc.
Mais à un moment, je me suis lancée, j'ai envoyé un mail à une marque que je connaissais qui s'appelait L'Intendance. Bon, maintenant ils ont pivoté, donc ils sont même plus sur le site. Mais c'était une marque qui faisait du vrac en ligne. En fait, tu pouvais commander n'importe quoi en vrac et te le livrer, d'alimentaire. Et donc au final, ils m'ont répondu de manière positive pour qu'on s'appelle et qu'on parle un peu du projet. Ouais. Et ils ont été hyper bienveillants, donc ça m'a beaucoup aidée. Et ils m'ont dit bah oui, carrément partant pour être présent sur ton site quand il sortira. Ils m'ont donné 2-3 conseils et tout. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait pour la première marque. Ouais. Et ensuite j'ai continué comme ça. Et pour trouver les marques, c'était des marques chez lesquelles je consommais personnellement et que j'avais déjà repérées. Je savais qu'elles étaient vraiment engagées. Et c'est comme ça, je les ai contactées par mail. Ou aussi ce que je faisais, j'allais sur des salons. Par exemple, j'étais allée au salon de l'alimentation végétale ou un truc comme ça, et j'allais voir les gens comme ça directement, je leur pitchais le projet et je demandais une adresse mail, quoi. Et du coup, tu promets, la première personne que tu as contactée, tu as eu un bon retour, un bon feeling. C'est pareil aussi sur le reste, tu jamais eu vraiment de... S'il y en a parfois qui répondent pas juste, ou qui disent aussi, ce que j'ai reçu beaucoup, c'était nous on vend déjà au prix juste. Oui, donc, on veut vendre au prix juste pour tout le monde, donc on veut pas vous faire de réduc en plus, même si c'est des réducs étudiantes. Et donc au final, je leur dis ok, et je trouve d'autres marques qui veulent être présentes. C'est ça. Les convaincre, quoi. Ouais. Ok. Mais à ce niveau-là, ça allait au final. C'était surtout de l'appréhension à la base. Et maintenant, du coup, ça se passe comment? C'est maintenant que tu as le site et tout, c'est... T'as des gens qui viennent vers toi aujourd'hui maintenant on a un onglet pour les marques directement. En fait, elles peuvent remplir un formulaire et ensuite nous on les recontacte derrière. Donc on a quelques marques qu'on a eues grâce à ça. En plus de ça, on continue à en contacter nous-mêmes, des marques qu'on découvre, ou on sait qu'il y a une catégorie sur laquelle il manque quelques marques, des alternatives en fait. Donc on va chercher des marques en rapport avec ça. Et on les contacte si on voit qu'elles sont vraiment engagées, etc. Et à côté de ça, en fait, comme nous, notre business model, en gros, c'est un business model d'affiliation. En fait, on prend une commission à chaque fois qu'il y a une vente qui est bien sûr, avec le code promo. C'est ça, qui est faite avec le code promo. Et du coup, on est aussi sur une plateforme d'affiliation. Et en fait, une plateforme d'affiliation, c'est une plateforme qui met en rapport des marques qui veulent se faire connaître et des affiliés. Donc les affiliés, ça peut être autant des influenceurs que des sites de bons plans, que des blogs, etc. Et en fait, du coup, on a découvert des marques qui étaient directement sur cette plateforme-là. Et donc là, c'est beaucoup plus rapide parce qu'elles savent déjà qu'elles veulent fonctionner comme ça. Et donc ça marche aussi. Ok, super. Comment tu t'assures qu'une marque elle soit bien, elle correspondrait bien aux critères d'EcoGreen, qu'elle soit bien éco-responsable et que ce soit pas du greenwashing en fait? Ça c'est hyper important parce qu'on base vraiment notre modèle aussi là-dessus. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on a une charte de responsabilité qui comporte plusieurs points que je vais te détailler après. Et en fait, cette charte, on s'en sert à la fois nous pour trouver des marques partenaires, et à la fois on la fait signer aux marques avec lesquelles on a un contrat de partenariat. Et donc en fait, ça répertorie à la fois des critères environnementaux du type utiliser le moins de ressources possible, ne pas pousser à la surconsommation avec du marketing à outrance. En termes de transport aussi, sourcer le plus local possible. On a aussi du coup des critères sociaux, aussi au niveau du futur, parce qu'en fait aussi ce qu'il y a au niveau des marques, c'est qu'il n'y en a aucune qui est totalement verte ou aucune qui est totalement mauvaise. Toute marque, à partir du moment où elle produit quelque chose, elle va avoir un impact négatif sur l'environnement. Et en fait, l'idée, c'est de voir quels sont ces axes d'amélioration par la suite. Est-ce que pour l'instant, il y a un produit qu'elles prennent un peu plus loin, mais qu'elles veulent relocaliser plus proche? Est-ce qu'elles sont vraiment dans cette démarche d'amélioration continue? Ça compte aussi, Et en fait, pour l'instant, cette charte, elle n'est pas hyper chiffrée. Et donc, ce qu'on voudrait faire par la suite, c'est faire des analyses de cycle de vie, ça s'appelle. Et donc, en fait, c'est voir combien de kilogrammes de CO2 ça va émettre, par exemple, pour produire une basket, de sa production jusqu'à son utilisation, son transport, etc. Et aussi l'impact, parce qu'il n'y a pas que le CO2, il y a aussi l'impact sur l'eau utilisée, etc. Les terres, etc. Du coup, on est en train de s'intéresser à ça, quoi. C'est encore un autre gros sujet. Mais c'est actuel. C'est actuel. Tu as parlé aussi rapidement de contrats que vous avez du coup avec les partenaires.
c'est quoi un peu qui régit ces contrats? Vous avez une limite de temps de partenariat ou Non. quand elle rentre en partenariat, elle rentre pour une durée indéterminée? En fait, on n'a pas de limite de temps. Ce qu'il y a dedans, c'est qu'on va leur dire que si jamais elles veulent sortir de la plateforme, il faut qu'elles nous préviennent 15 jours avant. Mais ensuite, c'est très facile pour nous de les enlever. Oui, bien sûr. Et de la même façon, nous, si on leur dit qu'on ne veut plus qu'elles soient sur la plateforme, pareil, 15 jours avant, on les prévient. Et sinon, ça régit surtout l'histoire de la commission, du fait qu'ils doivent garder un code promo pour les étudiants et qu'ils respectent justement cette charte de responsabilité. Et il y a notamment le fait qu'on puisse faire des audits environnementaux si jamais on a des doutes. Pour l'instant, clairement, on n'a pas les moyens, mais en tout cas, il y a cette clause-là. Ouais, mais c'est important de les mettre dès le début, même si on n'a pas encore la capacité de le faire, comme ça, on est assuré pour l'avenir et on pense plus long terme, c'est important. Tu m'as parlé qu'il y avait un incubateur à l'ESCP, mais toi, t'es pas en incubation du coup dans ton projet? Non, en fait, moi l'incubateur il m'a aidé au tout début parce que j'ai fait justement un des programmes qu'il propose, ça s'appelle le programme Start Online, s'il y en a qui sont à l'ESCP qui veulent connaître, et en fait c'est un programme qui est du coup en ligne et qui te permet chaque mois d'avoir une genre de masterclass sur un sujet lié à l'entrepreneuriat. Et ça te donne un peu des objectifs pour avancer sur ton projet. À toi, Donc c'est pas vraiment de l'incubation, mais c'est un programme moi qui m'a permis de découvrir l'entrepreneuriat parce que je partais de zéro. Et les étapes. C'est ça, les étapes, qu'est-ce que c'est un MVP, etc. Et donc voilà, mais par contre on n'est pas incubé en tant que tel dans l'incubateur de l'ESCP, tout simplement parce qu'on n'est pas toujours sur Paris et qu'on n'a pas ce besoin d'avoir des bureaux pour l'instant. Et donc peut-être que par la suite on sera incubé là-bas, mais pour l'instant il n'y a pas d'autres accompagnements qui pourraient proposer de conseils sur telle ou telle chose juridique, etc., sur lesquels vous aurez besoin, ou aujourd'hui vous vous dites non, ça va, on peut encore se débrouiller tout seul? En fait il y a des conseils, il y a un suivi en fait quand tu es dans l'incubateur comme tout incubateur. Mais pour l'instant, on a été aussi pas mal dans d'autres programmes qui nous aidaient sur ces sujets-là. Donc en soi, on n'en avait pas encore besoin. Parce que quand tu es étudiant et que tu as un projet engagé, il y a pas mal d'aides en fait, de mentorat, etc. Bien sûr. Et donc pour le moment, ça va. Ok, super. C'est quoi ton rôle toi au quotidien au sein d'Illico Green, un peu tous les jours? Qu'est-ce que toi tu fais vraiment par rapport à tes deux autres associés du coup Alors moi, ce que je fais surtout, c'est la relation avec les marques partenaires. C'est moi qui vais les contacter, qui vais garder la relation avec elles, leur dire quand on a des choses qui évoluent un peu au sein d'Illico Green. Et aussi les partenariats aussi avec des associations étudiantes. Parfois on a fait des partenariats, par exemple une association qui veut organiser un événement, une soirée ou n'importe quoi, mais qui veut pas proposer je sais pas du Red Bull ou je sais pas, enfin n'importe quoi. On va pouvoir leur proposer certaines de nos marques partenaires pour les fournir. Voilà, on a une marque de boissons alcoolisées. Et donc ça typiquement ça marche bien auprès des associations étudiantes et donc on les met en relation tout simplement pour qu'ils puissent faire un événement qui est le plus engagé possible, bien sûr. Enfin qui a le moins d'impact négatif possible quoi. Ok. Et oui, à côté de ça, je fais pas que ça bien sûr, aussi le marketing, tout ce qui va être réseaux sociaux, je le fais avec Maxence, tous les deux on le fait en partenariat. Parfois il y en a un qui fait un post, l'autre post, parfois on fait des trucs ensemble, comme on est toujours ensemble au final on fait à deux. Et là on s'est lancé sur TikTok il y a pas longtemps, donc j'essaye de faire cette partie-là quoi. Ok, parce que j'ai vu du coup je vais rebondir là-dessus, mais au niveau des réseaux sociaux, du coup vous êtes présent sur Instagram et TikTok. Sur les deux réseaux, donc individuellement vous avez presque 800 abonnés sur Instagram. C'est à peu près le même nombre. C'est à peu près le même nombre, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. C'est quoi votre stratégie de communication aujourd'hui? Comment vous décidez de communiquer sur Illico Green? C'est quoi le type de contenu que vous voulez faire? Les objectifs que vous avez par rapport à cette communication? Alors du coup, TikTok c'est assez récent qu'on s'est lancé dessus. Donc sur Instagram, on a des templates un peu de posts qu'on fait un peu souvent. Donc ça va être les présentations des marques. On a aussi des posts qui vont être un peu des mèmes écolos, ça marche bien en général. On va avoir aussi des posts autour de sujets qu'on va un peu décrypter. Donc c'est toutes des posts qui sont liés à la vie étudiante et à l'écologie. Souvent comment être écolo sans se ruiner quoi. En gros ça tourne toujours autour de ça.
et sur aussi quelles sont les nouveautés d'Illico Green, un peu les backstage, etc. Et voilà, donc en gros ça c'est la stratégie sur Instagram. Et sur TikTok, on découvre encore. Là, on a compris qu'il fallait être le plus authentique possible, quoi. Montrer justement un peu de storytelling, etc. Ça a l'air de marcher. T'as fait du coup ton post sur LinkedIn il y a 2 jours sur ton TikTok qui avait 100 000 vues. Ouais, c'est ça. Donc c'est encourageant, j'imagine. Ouais, le TikTok qui a fait 100 000 vues, ça a été hyper motivant parce qu'on a reçu du coup plein de messages d'étudiants qui nous ont dit ça va trop m'aider, etc. Et tu sais que je l'ai vu avant même que... Alors, on s'est déjà contacté il y a quelques mois, je t'avais démarché pour ce podcast, mais du coup avant que tu reviennes vers moi dans la semaine, j'avais vu passer, parce qu'en fait quand j'ai vu ton post LinkedIn, je suis allé voir ton TikTok et j'ai fait ça me dit trop quelque chose ce TikTok, et je suis sûr de l'avoir vu passer, donc c'est vraiment qu'il a marché. Franchement on était hyper étonnés parce que jusqu'avant, comme je disais sur mon post LinkedIn, on n'avait jamais fait plus de 1500 vues sur TikTok. Et là, j'ai fait un truc vraiment hyper simple, genre juste des photos qui défilent avec un vieux texte dessus. Et je sais pas, ça a marché. Donc et c'était du coup, pour raconter, c'était un peu la jeunesse de Illico Green. C'est ça, comment t'avais rencontré tes associés, quel était le projet derrière, c'est ça. etc. Et c'est vrai que je pense que c'est du contenu qui marche bien sur on va essayer de refaire TikTok. ça. Parce que TikTok, ce qui est pas mal, parce que du coup moi aussi je suis sur les 2 réseaux sociaux avec mon projet, c'est que TikTok, t'as une viralité que t'as pas sur Instagram. Sur Instagram, tu vas te construire quelque chose de peut-être de plus plus professionnel, et tu vas avoir des gens qui vont te découvrir petit à petit, et je pense qu'ils vont te suivre quand même sur la durée. TikTok, c'est plus éphémère, plus viral, mais du coup tu peux quand même très vite faire monter ta marque, mais c'est quand même compliqué parce que tu peux enchaîner une vidéo qui marche bien, une vidéo qui marche pas du tout, totalement. Et en fait tu sais pas vraiment pourquoi elle a pas marché, il y a sûrement des raisons, et même quand ça marche, des fois il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'abonnent, etc. Donc c'est un juste milieu à trouver, mais je pense que c'est quand même une très bonne plateforme. Mais c'est vrai que toi tu arrives quand même à faire du contenu par rapport du coup au sujet que vous traitez, ce qui n'est pas le cas forcément pour tous les sujets. C'est vrai que quand tu utilises TikTok avec les trends, etc., c'est quand même... Est-ce que je vais faire cette trend, mais comment je la... T'as toujours peur que ça soit cringe sur TikTok, c'est la problématique. Donc, tu vas faire une trend avec une musique, mais avec ton sujet, tu vas trouver un truc, mais est-ce que c'est quand même pas un peu cringe, etc. Donc c'est juste milieu à trouver qui est un peu compliqué. Mais pour le coup, ce qui est bien aussi parfois, c'est que là, notre post qui avait beaucoup marché, ça nous a aussi ramené des followers sur Instagram. Donc au final... parce que tu as le lien Instagram sur ta bio, et parfois les gens, je pense, préfèrent suivre comme c'est vidéo ça, sur c'est Instagram. C'est plus une vitrine sur Instagram qui va être, comme tu dis... tu vas avoir des stories passées, quelque chose sur ton feed Insta, où tu as moins de feed quand même sur TikTok. Tu vas dans les... si tu consommes TikTok, tu vas dans les pour toi, quoi, et gens auxquels tu es abonné, tu les vois pas forcément tout le temps, quoi. Donc c'est encore différent. Ok. Tu reviens d'un échange à Londres aussi. J'ai fait un semestre à Londres. Ok, c'est bien passé. Ouais, franchement c'était bien, à part la température, on va dire. Et le fait que à Londres tout est super cher, surtout le logement. Donc ça c'était une grosse galère. On dit que Paris c'est cher, mais Londres c'est pour les logements c'était super difficile. Genre on payait super cher à 2 parce que du coup j'étais avec mon copain là-bas. Super. Et pour un truc un peu miteux dans une coloc à 8 personnes, une seule salle de bain pour tout le monde, c'était vraiment une grosse galère. On a même eu des rats à un moment, c'était assez compliqué, mais sinon la vie sur place, on avait nos potes qui étaient aussi montés, des potes de l'ESCP de Paris qui étaient aussi venus à Londres pour ce même échange. En fait c'est pas un échange parce que pour l'ESCP ils ont plusieurs campus en Europe, donc en fait tu restes dans l'ESCP. Donc c'est le campus de l'ESCP, c'est le campus de l'ESCP mais à Londres, c'est ça. D'accord. Mais à côté de ça, ce qui est top, c'est que peut-être que toi ça te plairait bien parce qu'il y a plein de musées incroyables, mais qui sont gratuits pour les étudiants ou même pour tout le monde, je crois. Et vraiment, ils sont trop bien. Et donc ça, c'est... Mais c'est vrai qu'il y a une culture, c'est un peu comme Paris. Londres, c'est aussi une capitale culturelle assez folle, mais en termes de concerts, j'imagine, de spectacles aussi. Après, il faut être bilingue en anglais, je pense, pour aller quand même apprécier un spectacle tout en anglais. Je pense que si tu vas vivre à Londres, il faut avoir des bases. Tu es resté combien de temps du coup? Tu es de janvier à fin mai? Jusqu'à mi-avril. Ok, d'accord. Jusqu'à mi-avril. C'est des petits semestres. Ouais, c'était un petit semestre. Ok, d'accord. Et ça s'est passé comment du coup, un peu la gestion d'Illico Green, le projet pendant cet échange?
Des fois, on échange, on se dit, vas-y, Ouais. j'ai envie de kiffer quand même, et d'être un peu un étudiant encore pendant 3 mois, 4 mois. Mais du coup, comment ça se passe? Tu as pu aussi bien travailler que quand tu es en France Alors, en fait, comme on fait tout, de toute façon, on fait tout Oui, en ligne, toutes nos visios, tout le temps, enfin, on rencontre assez rarement les personnes en présentiel, Aujourd'hui, c'est un surtout peu. depuis post-Covid, Toutes les voilà. industries, c'est post-Covid, c'est C'est ça, comme donc au final, ça allait. Le problème, c'est pour les événements. Ouais. On avait été pris pour pas mal de concours, de trucs comme ça. Ouais, Et il y avait que Mathéo qui était du coup sur place à Paris. yes. Et donc ça a été lui qui a dû pitcher à chaque fois, qui a dû faire tous ces trucs-là. Et donc ça c'était un peu compliqué parce qu'on n'allait pas pouvoir payer un Eurostar à chaque fois pour faire un événement. Tu dois avoir un petit... Voilà. Ça doit faire chier quand même un peu quand Ah ouais, carrément. t'as ton projet qui est en train de se faire vendre quelque part là. Ouais, c'est ça. Et tu peux pas On être là suivait pour de loin, porter quoi. et tout. Il y a une fois, on a gagné un prix qui nous a aussi payé le billet pour revenir jusqu'à l'événement. Ouais. Donc là, on a pu revenir à Paris. Mais Ouais. sinon, non, ça, on pouvait pas faire. Mais Ok, c'était le seul chose. c'est Enactus Ouais, c'est Enactus, Ok, ouais, c'est parce ça. que du coup j'étais en train de le rechercher sur LinkedIn pendant qu'on parlait depuis tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'était quoi un peu ce concours, ce prix? Bah alors en fait, Enactus, c'est une structure qui permet aux jeunes, je crois, ouais, aux étudiants en fait, d'être accompagnés sur leurs projets entrepreneuriaux. Ok. Donc je crois que c'est autant des assos que des gens qui veulent créer des entreprises, et vraiment dès le début. Donc s'il y en a qui veulent se lancer, je le conseille vraiment parce que c'est D'accord. totalement gratuit, t'as un accompagnement, t'as des ressources qui sont mises à disposition, Ok. etc. Donc c'est vraiment top. Et en fait, ils ont des partenariats avec des marques Ouais, qui leur permettent justement de faire, de mettre en place des prix comme ça. oui, Donc là, ils appelaient ça un prix coup de pouce. ok. C'était un prix de 1 000 € en fait. Super. Et il y avait plusieurs catégories. Donc nous, on a gagné dans la catégorie genre environnement ou un truc comme Positive planète. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu suis mieux que moi. Ouais, j'ai dans les yeux. C'est ça. Et donc, ouais, ça, franchement, c'était un bon coup de boost pour Ok, nous. et du coup, je conseille un peu de participer à ces concours-là quand on est un jeune entrepreneur. Ça donne quoi? Ça donne une visibilité. Tu peux aussi repartir avec quand même de l'argent, du coup. Ouais, c'est ça. avec Bah ton alors, projet. ouais, c'est la visibilité aussi. C'est aussi des rencontres Ouais. de gens. Et aussi, quand t'es entrepreneur, tu vas pitcher ton projet Ouais, mais c'est- des milliers de fois. Donc, franchement, si tu peux apprendre à le faire sur des petits concours comme ça, Ouais. c'est hyper utile. Et ensuite, il y a les gens, ils vont te faire des retours, que ce soit des gens qui peuvent être potentiels bénéficiaires Bien sûr. ou partenaires ou des gens qui connaissent des gens. Enfin, ouais, c'est qui toujours ont hyper l'expérience utile. en Ouais. plus. Ok. Et puis même, t'entends aussi le pitch des autres. Moi, je crois que c'est ma partie préférée Ouais. dans les concours, c'est de voir ce que les autres font, voir qu'il y a d'autres personnes qui se bougent, Mhm. qui font des trucs. Et limite, après, tu peux faire des trucs avec eux et tout. Enfin, Ouais, bien sûr. Bah, ça donne une émulation Ouais, qui c'est tout le monde ça. se pousse vers le haut, quoi. C'est ça, c'est trop cool. Ok, bon, bah écoute, je note ça pour faire Ouais. à l'avenir. Ouais, franchement, fais-le. Et du coup, pour les gens, t'as dit que c'était intéressant, donc Enactus. on dit Enactus, ouais. Enactus à la française. Ouais, Enactus, pour ceux que ça intéresse. c'est ça. Du coup, le business model d'Illico Green, tu nous as parlé, donc c'est Ouais. de l'affiliation, donc de la commission que tu prends sur les ventes par rapport au code promotionnel. Vous cantonnez à ça, vous avez d'autres projets de rémunération à l'avenir pour le projet, Ouais. ou c'est vraiment là-dessus que vous êtes parti et ça va sûrement continuer comme ça? Alors j'avoue que pour l'instant le principe de l'affiliation c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de volume Ouais, de vente. En fait on a très peu de volume de vente même pour l'instant parce que entre les personnes qui visitent le site et ensuite qui achètent faire vraiment, l'axe d'achat. c'est quand même assez compliqué. ouais. Mais du coup ouais, on envisage d'autres business models. Mais pour l'instant c'est pas encore précis. À la base on pensait éventuellement faire un abonnement du côté des marques pour être présent sur le site, Ouais. mais en fait notre but c'est aussi que pour les marques ce soit rentable. Soit attrayant et Voilà, que c'est ce soit ça. rentable aussi, Et bien donc sûr, ça, si vous n'avez pas encore de trafic à c'est leur ça. amener. Donc pour l'instant c'est la commission, mais on réfléchit à d'autres business models. En tout cas, vous en avez en tête Ouais. pour le développement futur de. Ouais, ça. du site. Notamment aussi avec les analyses de cycle de vie. Ça pourrait être Ouais. aussi Quelque chose un service on fait en payer, plus ouais. qu'on ferait pour les marques et Ouais. qui nous permettrait nous aussi de le mettre en avant auprès de nos utilisateurs en fait, qui sachent par exemple si tu achètes ce t-shirt là, Ouais. combien de CO2 il émet, etc. Ok, ouais, bien sûr, ouais, c'est ouais. super intéressant d'avoir ça comme ça.
aussi, on en a pas parlé, mais du coup, comment ça se passe pour accéder au code promo? C'est tu dois créer ton compte du coup sur le site, Ouais, valider que tu es bien du coup étudiant avec c'est ça, carte carte étudiante étudiante, ou ouais, certificat de scolarité. exactement. Donc tu as 2 jours de validation, moi je Ouais. l'ai fait tout à l'heure, donc je ne suis pas encore validé, je voulais un peu regarder les promos. Du coup, tu as ces 2 jours de validation, et ensuite du coup, tu peux accéder au Ouais, alors en fait, promo des partenaires. c'est pas forcément 1 ou 2 jours de validation. En fait, il faut mettre sa carte étudiante ou son certificat Ouais. de scolarité. Parfois, ça le détecte automatiquement. Direct. Ouais. Et parfois, soit parce que. Vous avez besoin du coup de Ouais, faire parfois, une il faut qu'on vérification. vérifie manuellement. Ok, ouais. Donc, si on est directement sur notre ordi, Ouais, tu ça vas peut direct. prendre 30 secondes. Ouais, bien sûr, bien sûr. En tout cas, Mais, ouais, c'est, ouais. ok. Et pour les étudiants, c'est totalement gratuit de ce Ouais, côté-là. c'est juste ouais. voilà, une création de compte pour venir accéder aux promotions. ça. Parce que sinon, on peut accéder au site, Ouais. on voit les partenaires avec le pourcentage de promotion, mais on n'a pas le code, accès au code. Donc c'est aussi C'est pas mal ça. aussi pour faire une base de clients. Et Ouais, c'est engager ça. des Et du gens coup, aussi. même les personnes qui sont pas étudiantes et qui veulent quand même Ouais. avoir des alternatives, elles peuvent les avoir sur le site, Ok. mais elles n'auront juste pas accès au code promo. Et j'ai vu que quand on s'inscrivait, on pouvait cocher alors newsletter, en Ouais. tout cas campagne de mailing. Vous avez aujourd'hui des newsletters que vous faites On vient de les lancer. Ok, vous venez de les lancer. On vient de la lancer, là il y en a eu 2 qui sont sortis Ouais. encore, donc ça fait 2 semaines qu'on Ok. lance les newsletters. Et donc Ce serait une par semaine du coup? Ouais, c'est une par semaine. Ok. Et c'est un peu les mêmes posts que vous faites sur les réseaux sociaux? Non, Vous mettez en avant des partenaires, Ouais. vous donnez des conseils. c'est ça, c'est un peu mixte. On fait à la fois des marques qu'on met en avant, à la Ok. fois aussi des bons plans étudiants qui ont même pas forcément rapport avec l'écologie, mais Ouais. comme on s'adresse à des étudiants, on a une rubrique comme ça. Ok. Et on a aussi des actualités autour de l'écologie. Ouais. On met 2 actus. On met une actu plutôt positive, un peu pour Ouais. te mettre dans un bon mindset, et une actu un peu plus négative pour te donner envie de te t'engager. battre un peu. Ok. Et on met aussi une action de la semaine. Donc en mode par exemple, il y a une pétition contre Shein. Ouais. On l'a mise, on l'a Ouais. relayée dans cette Ok, truc, super. truc comme ça. Super. Et ça vous prend pas trop de temps à faire chez Newsletter? Des fois, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Une par Pas semaine. plus qu'un post. Ok, pas Parce qu'en fait, une fois que tu as le template, Ouais. il suffit de le compléter et c'est Ouais, pas, vu c'est vous, pas si long. Vu qu'en Ouais. plus vous êtes la veille un peu, c'est un truc qui vous plaît, Ouais, c'est vous ça. êtes au courant de tous les sujets. C'est ça, on sait déjà. Moi j'aime trop les bons plans étudiants, je les connais déjà, je les mets. Ouais. Voilà. Ok, bon, c'est super. Du coup, en septembre, le site IllicoGreen fêtera ses 1 an. Ouais, Donc, il a été lancé en C'est ça. septembre 2022. C'est quoi le bilan que tu en tires là, de cette année qui est passée vraiment avec le site, bon, même un peu avant aussi, mais t'en tires quoi? alors j'en tire déjà beaucoup de fierté d'avoir sorti le site. Ouais. Une fois que t'as tes idées, une fois que le truc sort vraiment, Ouais. ça fait vraiment plaisir et surtout qu'on a eu des bons retours, que ce soit sur le site et sur le concept en lui-même. Mais aussi beaucoup de difficultés au niveau de la visibilité. Oui. C'est assez difficile justement de convertir les gens et de se faire connaître auprès des Ouais. étudiants, même si à la base ils se disent ah mais c'est trop cool et tout. Ensuite qu'ils pensent à faire ça quand ils font leur shopping, quand ils font un cadeau à je sais Bien pas sûr. qui, ça c'est beaucoup plus difficile. Mais ouais, j'en retire aussi beaucoup d'apprentissage au niveau de la légitimité que je peux avoir justement quand je fais parler aux marques, quand je vais m'adresser à d'autres partenaires, etc. Donc au final, on a appris pas mal de choses aussi en équipe, comment on travaille chacun, aussi comme on n'est pas toujours à travailler en synchro, comment s'organiser. Ouais, Donc on essaie de faire des réus et tout pour se mettre tout ça au clair, mais bien voilà, sûr. Ok. pas mal de trucs sur nous-mêmes. Ok, bon, ouais, c'est cool. Ouais. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes d'IllicoGreen? Enfin, comment tu vois un peu le projet évoluer là, à l'avenir? On peut commencer court terme et peut-être plus long terme par la suite, Ouais. si tu veux un peu t'étaler. Alors là, ce qu'on aimerait développer, ça va être plus des partenariats avec les écoles et les universités directement. Ok. Donc par exemple, on voudrait que, je sais pas, toi tu es à Cage, c'est ça? Ouais. Donc par exemple, on va parler à Cage et on va leur dire, si vous voulez, on peut essayer de négocier des réductions étudiantes pour vos étudiants chez des enseignes physiques cette fois, Ok. qui sont engagées proches de ton campus, tu vois. Ouais. Par exemple, un resto VG ou une boulangerie Ok. qui fait du VG, un magasin bio qui va être proche, etc. Ouais. On veut permettre en fait aussi aux étudiants d'avoir cette offre aussi offline, comme on Ouais. dit, donc parce que tu fais pas toujours tes courses en ligne, quoi, Bien clairement. Et donc on veut se développer aussi là-dessus. Ouais, faire plus de partenariats aussi avec des associations étudiantes, comme je disais tout Oui. à l'heure.
Ça va aussi nous permettre à la fois de se faire connaître des étudiants et à la fois justement d'avoir aussi cet autre business model-là par les associations étudiantes. Et ensuite, on voudrait vraiment développer ce côté analyse de cycle de vie pour rendre le truc le plus transparent possible pour les utilisateurs et que même quelqu'un qui ne soit pas étudiant, il va venir aussi sur le site parce qu'il y a aussi cette valeur ajoutée-là au-delà des codes de réduction. Ça va être de pouvoir être sûr que les marques qu'on propose, c'est pas du greenwashing. Ouais, bien sûr. On peut même jamais savoir quand on passe par un intermédiaire, même comme Green. On peut toujours, si on est vraiment quelqu'un qui doute à fond, se dire non, mais c'est ça. Ouais, mais comment ils savent, etc. Ouais, et donc vraiment connaître exactement combien de grammes de CO2 ça va émettre, d'eau, etc. Ça peut être un vrai gage de confiance. Bien sûr. Et on va aussi développer un peu de la gamification justement sur ces sujets-là, un peu combien tu vas économiser en achetant chez telle marque à la place d'une marque traditionnelle. Ok, ouais, ça c'est pas mal. Ça marche à fond aujourd'hui d'avoir ce truc d'impact que tu as, que ce soit positif du coup. Tu as surtout To Go What, tu as sauvé tant de paniers, tu as économisé tant d'argent, tu as fait ci, tu as fait ça. Et je pense que ça c'est un des gros leviers qui peut vraiment engager les gens sur le long terme en tout cas. Tu gères comment aujourd'hui tes études, l'entrepreneuriat, ta vie perso? Donc on a vu que l'entrepreneuriat et ta vie perso étaient quand même assez entremêlés, mais tu fais aussi beaucoup d'autres choses que ton copain dans ta vie. Mais du coup, tu gères ça comment? Je trouve ça simple. T'as toujours du temps pour toi ou c'est vraiment à fond sur ton projet? J'avoue que c'est pas toujours évident. Donc quand je suis en cours, parce que parfois j'ai des périodes de vacances, là j'ai des longues vacances, mais quand je suis en période de cours, comme c'est des cours qui sont pas forcément hyper difficiles, je vais travailler sur mon projet en cours. Donc au final, ça me permet d'avancer pendant la journée et le soir, j'ai pas forcément besoin d'énormément travailler ensuite, même si j'ai toujours des choses à faire, mais si j'ai envie de sortir avec mes potes, je vais pouvoir sortir avec mes potes. Ok, tu vas pas te priver. C'est ça, je vais pas me priver de sortir parce que j'ai quelque chose à faire avec Illico Green. Je sais que en soi, il y a jamais rien d'extrêmement urgent. C'est juste faut prioriser. Parfois, ça a du perso aussi, et c'est ce que je fais aussi. Et là, pendant que je suis en vacances, c'est beaucoup plus simple de travailler à fond sur Illico Green, donc ça va mieux. Mais oui, par rapport à la vie perso, parfois on va pouvoir te confondre avec ta vie pro en mode on va me dire c'est Illico Green et tout. Mais moi je préfère distinguer les deux parce que quand je suis avec mes potes, j'ai pas envie de parler forcément de ça et ça permet de faire une pause, c'est ça. Tu passes combien de temps à peu près par jour si t'as une idée un peu sur vraiment juste Illico Green? Franchement, je sais pas parce que j'alterne tout le temps entre je travaille, je fais une pause, je vais voir si je vais faire un rendez-vous là-bas. Donc c'est pas quantifiable, c'est un peu tout le temps. C'est en fonction de ce qu'on a au moment même, d'urgent ou pas. Et c'est pour rebondir tout à l'heure, j'en ai pas parlé pendant les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est un média quand même qui est pas mal parfois aussi pour faire remonter sa marque, ses projets. Beaucoup de contenu entrepreneuriat, mais aussi pas mal de contenu environnement aussi. Est-ce que c'est tu as fait ton post sur les 100 000 vues TikTok, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer? C'est plutôt un personal branding du coup qui sert à ta marque, mais est-ce que c'est un truc que tu aimerais faire à l'avenir, auquel tu as déjà pensé? Ou faire des posts LinkedIn un peu pompeux, c'est pas trop ton truc, c'est comme ça quand t'as un sujet qui vient, mais sinon... moi j'aime bien écrire en soi, j'aime bien écrire des posts LinkedIn. C'est juste que, en fait, comme on a tellement à faire sur nos comptes Instagram et TikTok déjà, je pense pas forcément toujours à LinkedIn, mais c'est une erreur parce que mes 2 derniers posts LinkedIn, donc celui sur la création d'Illico Green on a déposé les statuts là en mai, plus celui sur le TikTok, ça nous a quand même rapporté des visiteurs sur notre site internet. Et j'ai aussi beaucoup de gens sur LinkedIn qui sont des étudiants, donc au final... c'est aussi un canal important. Tu communiques sur ton réseau parce que pas forcément des gens te connaissent mais connaissent pas forcément ton projet forcément. Et en voyant passer un post LinkedIn, tu dis mais attends, mais un projet Marion. C'est ça, mais du coup j'aimerais bien le développer quand même plus le LinkedIn. Et en fait le truc c'est que LinkedIn, je préfère faire des posts sur mon profil, mais c'est pas forcément pour du personal branding. C'est plus parce que en fait l'algorithme de LinkedIn il préfère mettre en avant les posts des personnes
plutôt que les posts faits par les entreprises. Ouais, bien sûr. Donc au final, je fais des posts que j'écris moi-même et ensuite je le republie avec le compte Illico Green. Ok, je sais que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Ok. Est-ce que c'est dans l'entrepreneuriat que toi tu vois ton avenir ou pas forcément? Alors, pas forcément par un d'Illico Green ou quoi, mais est-ce que tu dois continuer là-dedans, monter d'autres projets par la suite? Ou là, tu as eu ton projet, c'était cool, mais peut-être que les perspectives de signer un CDI t'intéressent plus. Tu le prends comment un peu ça? Alors je veux pas trop m'avancer, mais j'avoue que j'adore cette liberté de l'entrepreneuriat, je peux travailler d'où je veux, là en soi. Bon, après je pense qu'une fois que tu as ton équipe, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué, je pense, mais tu as quand même une plus grosse liberté. Donc actuellement, franchement, j'aime trop ça et j'aime trop aussi l'adrénaline qu'il y a avec, le fait de pouvoir choisir les valeurs qui sont au fondement du projet et vraiment pas faire ce qu'un boss va te dire et qui va te dire en fait là ce que tu proposes ça va pas parce qu'on préfère faire des sous que l'impact ou quoi. Moi c'est hyper important ça pour moi. Bien sûr. Et donc pour l'instant vraiment l'entrepreneuriat ça me ferait beaucoup kiffer de pouvoir vivre de ça, mais tout va dépendre de mon projet et du succès que ça peut avoir ou pas. T'as encore un an pour réfléchir en tout cas là-dessus. Ouais, et puis même peut-être que là ça marchera pas pour commencer après mes études, je ferai autre chose, ensuite peut-être que je reviendrai sur ça. Là par exemple je vais faire un stage dans un venture capital, c'est un fonds d'investissement qui investit justement dans des startups à impact justement, impact environnemental ou social. Et du coup ça en vrai si ça me plaît ça pourrait être aussi une façon de faire ce que de rester là-dedans aussi. Mais pour l'instant, l'entrepreneuriat, c'est quand même ce qui me plaît le plus pour le moment. Ok, mais en tout cas, c'est très intéressant, je pense, les venture capital, quand tu aimes aussi l'entrepreneuriat et quand tu peux le faire dans du coup, une boîte qui défend les sujets que toi t'aimes. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est aussi l'entrepreneuriat aussi dans une autre forme, quoi. Ouais, quel que soit le métier que je ferai, ce sera forcément un truc à impact. En rapport ça, c'est avec sûr. l'impact, c'est sûr. Okay. J'imagine. On a pu cerner un peu. On arrive à cette fameuse question dont je t'ai préparée avant l'entretien. Est-ce que tu as des entrepreneurs ou des entrepreneuses aussi qui t'inspirent, toi, un peu dans ce que tu fais aujourd'hui? Il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui m'inspirent. J'aime bien justement écouter plein de podcasts un peu sur plein d'entrepreneurs. Il y en a une qui m'inspire particulièrement parce que je trouve que son projet va avoir énormément d'impact. Et on a déjà, c'est Maud Caillot de Green Got. Parce que la finance au service de projets qui sont à impact, je trouve que c'est clé. Et donc là, en fait, on s'en rend compte que maintenant, enfin le grand public s'en rend compte que maintenant, de l'impact que peut avoir la finance quand on va financer des projets pétroliers climatiques. C'est en fait c'est même le fonctionnement de la banque que les gens comprennent pas trop. C'est quand tu passes ton argent du coup est utilisé par la banque, même si tu vois les chiffres sur ton compte, il est utilisé pour faire des placements, etc. Et donc le but de Green Got, c'est au lieu d'aller mettre ton argent dans les banques qu'on connaît tous aujourd'hui et qui vont investir dans Total Energy, dans toute autre entreprise qui va pas forcément être éthique, et même aujourd'hui les entreprises qui font beaucoup d'argent c'est pas forcément les plus éthiques. C'est venez mettre votre argent dans la banque qui est Green Got, qui est une banque normale sur laquelle vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, mais là vous savez que votre argent va être investi dans des projets à impact et qui correspondent à vos valeurs. C'est ça, et en plus du coup je l'avais rencontré au salon, comment ça s'appelle ? Change Now. C'est un salon qui se tient à Paris chaque année et qui réunit vraiment les plus grands acteurs de tout ce qui va être l'écologie, etc. Et donc je l'avais rencontré là-bas rapidement et donc c'est comme ça ensuite que je me suis encore plus intéressée à Green Got, etc. À la base ça devait être nos partenaires justement sur l'Eco Green. Finalement plus trop de nouvelles parce qu'ils avaient beaucoup trop de demandes, ils n'avaient pas besoin justement de plus communiquer dessus parce qu'ils étaient encore trop au début. Donc là on a une banque équivalente qui s'appelle Only One et qui fait, en fait elle fait pareil, ils investissent aussi pareil dans des projets à impact, mais voilà, du coup je les connais moins personnellement donc il y a moins ce côté là. Et aussi ce que j'aime bien chez Green Got c'est leur communication sur Instagram, c'est incroyable. Maud du coup elle a un personal branding super fort sur les réseaux sociaux. Et elle est parfois même connue en dehors de sa marque, on la connaît pour ses posts. Et même leur community manager aussi, elle est super, super forte pour ça, je trouve. Ouais, bien sûr, ils font pour les suivre aussi. Je crois que je les suis que sur LinkedIn, mais sur LinkedIn, c'est vrai qu'ils ont des posts très intéressants, ils ont beaucoup d'inspiration.
Et c'est très impactant aussi. Et toi, c'est quoi ton... Non, on a parlé de l'ambition du coup au niveau du projet Illico Green. Toi, ton ambition personnelle, c'est quoi? Alors, ça peut être un peu tout, c'est faire de l'argent, mais c'est pas ça, c'est avoir, j'imagine, un grand impact aussi, mais c'est quoi un peu tes ambitions à titre personnel dans ta vie Bah, là actuellement, franchement, c'est de permettre au plus de personnes possible justement d'être plus dans l'éco-responsable et de démystifier un peu tous les arguments qu'il va pouvoir y avoir à l'encontre. Donc là, typiquement, le fait que l'écologie c'est trop cher ou que je connais pas ou que... Enfin voilà, tout ça. Mais ensuite, à titre personnel, il n'y a pas que l'écologie dans ma vie. Enfin, mon but, j'ai pas de but dans la vie en particulier, quoi. Enfin... mon but c'est d'être heureuse, c'est pas de faire de l'argent particulièrement, enfin c'est... Et vraiment avoir un impact pour moi c'est hyper important, mais je dirais pas que c'est le but principal quoi. C'est ça. C'est mener ta vie, c'est ta ça. barque tranquillement. C'est ça. Quoi. Ok, c'est important hein, parce que parfois c'est vrai que si on fait trop les trucs par rapport à un seul sujet, ça peut être l'argent, on y pense, si tu vis que pour l'argent tu seras jamais heureux, mais je pense que si tu vis juste pour un seul but dans ta vie, toute ta vie, je pense qu'à la fin tu te rends pas compte, t'as tête dans le guidon, mais tu penses pas que tu sois si épanoui que ça. Donc c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses à découvrir, peut-être les voyages aussi t'aimes bien. Du coup les voyages en slow bas carbone. T'as pu déjà expérimenter un peu j'ai fait pas mal de voyages en train et en bus aussi, parce que quand t'es étudiant en bus ça coûte moins cher, tout ce qui est Flixbus. Et par exemple, je suis allée de Paris jusqu'à Lisbonne en train, bus. Non, là, c'était même que des bus, en passant par Madrid, etc. Ça nous a pris on l'a fait en plusieurs jours, mais c'était des trajets de 16 heures de bus, des trucs comme ça. Voilà. Mais au final, en fait, c'est une autre façon de voyager aussi. Il y a des gens qui sont pas forcément écolos, mais qui aiment cette façon de voyager où tu prends le temps, où tu te rends compte que tu traverses vraiment un paysage, un pays en fait. Et donc au final, moi j'aime beaucoup cette façon de voyager aussi. Et moi je pense que le train a beaucoup de cartes à jouer là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est encore dans les débats. J'ai encore vu passer aujourd'hui des posts là-dessus où encore le train est beaucoup plus cher que l'avion. C'est pas normal. Et aussi, je pense qu'on a en France la possibilité d'avoir de super réseaux de trains, mais il y a beaucoup d'endroits qui sont difficilement desservis. Je sais que pour faire un Marseille-Bordeaux aujourd'hui, je crois que c'est 7 heures de train. Enfin, 6 ou 7, c'est fou quoi. Limite, tu passes par Paris, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est ces choses-là où je pense que le train a beaucoup de cartes à jouer pour avoir un réel impact. Et après, il faut aussi des décisions politiques. Par exemple, le kérosène qui n'est pas taxé, pareil que... Bien sûr, Enfin, ça aide pas quoi. Non, ça aide pas, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est sûr, au niveau politique là-dessus. Ça va être on est le moteur, nous, les gens comme ça, mais c'est les politiciens qui vont décider si oui ou non c'est ça, mais après on peut influencer les décisions aussi. Oui, non, c'est sûr, mais c'est à eux de les prendre après. C'est sûr. On arrive à la fin de cet entretien. La dernière question, je la pose à tout le monde. C'est si tu as un mot, peut-être plus qu'un mot bien sûr, pour les jeunes comme toi et moi qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont une appétence, mais peut-être qui n'osent pas parce qu'ils se disent c'est pas fait pour moi, je vais pas y arriver, j'ai peur, je connais personne, j'habite à tel ou tel endroit. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils se lancent? Ok. Je leur dirais lancez-vous avec quelque chose de simple pour commencer. Parce que je sais que quand on a une idée en tête, on veut directement que ce soit parfait. Par exemple, tu te dis je veux créer une appli, il va me falloir un développeur, etc. machin. Mais parfois, c'est juste un concept que tu veux d'abord tester. Et tu peux le tester de manière beaucoup plus simple que ce soit en créant, un groupe Facebook, en faisant un événement ponctuel, des trucs comme ça. Et ça va permettre de tester ton idée, d'avoir des retours dessus et ensuite de savoir quand est-ce que tu vas pouvoir vraiment te mettre à le développer plus sérieusement avec des outils. Même pour commencer, il y a des outils, justement, j'en parlais tout à l'heure, des outils no-code. Faut pas avoir peur de se lancer parce que vous n'avez pas les compétences. Ça, en soi, tout le monde peut créer un site internet avec des trucs WordPress. Nous, on fait ça sur Bubble, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais WordPress, c'est top pour ça. Donc je dirais, lancez-vous, n'ayez pas peur. Aussi, ce à quoi je pense souvent, c'est... souvent, l'argument, c'est je ferai ça plus tard, j'ai cette idée en tête, mais pour l'instant, je suis dans les études, ou là, je peux pas parce que je travaille, machin.
Mais une métaphore un peu, c'est quand vous étiez petit, est-ce que vous avez utilisé tous les stickers que vous aviez? Je sais que moi, par exemple, quand t'es petit, t'as des trucs, tu te dis, ah, les stickers que j'avais qui sont trop beaux, je vais pas les utiliser maintenant parce qu'il y aura un autre moment, etc. Ouais. Et au final, tu te rends compte, quand t'es plus grand, les stickers ils sont toujours là et tu Tu les as les avais jamais utilisés, utilisés. t'as pas Voilà. profité du Donc moment en et non, c'est trop fait, tard parce que... c'est ça. Donc lancez-vous maintenant, lancez-vous avec un truc simple, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Et entourez-vous bien. Et surtout aussi, parlez de votre projet. Je sais qu'il y a une personne qui m'a contactée récemment par rapport à un projet qu'elle avait Ouais. et qui voulait des conseils, mais qui voulait pas me parler de son projet parce qu'elle avait peur qu'on Que lui tu pique lui l'idée, voles. Ouais. etc. Mais c'est hyper important d'en parler pour avoir des contacts, pour avoir des retours, etc. Ouais. Et une idée toute seule, elle vaut rien. Enfin, Bien sûr. faut avoir une action derrière et voilà. Et puis même si vous avez des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché et donc c'est C'est une bonne idée. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, bon c'était un super mot de la fin, je suis totalement aligné avec les propos que tu as donnés aujourd'hui et c'est aussi du coup le but de ce podcast, c'est de vous montrer que peu importe l'idée, peu importe d'où vous venez, qui vous connaissez, etc., vous pouvez partir de là où vous êtes et arriver à faire ce que vous voulez faire. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Illico Green ou autre? Donc le site internet c'est illicogreen.fr. Ouais, c'est ça. Les réseaux sociaux c'est Illico Illico Green, Green, ouais, c'est tout tout court. simple. Le logo TikTok, Insta, pareil. c'est un paresseux. Ouais, c'est ça. Et du coup Illico Green écrit en vert. Ouais. Donc voilà, où on peut te suivre. Donc allez voir le site web. Si vous êtes étudiant, créez votre compte. Ouais, allez voir c'est les gratuit. partenaires et les promos. Peut-être qu'il y a une marque que vous connaissez déjà et que vous avez envie de consommer qui est déjà référencée dessus, donc autant profiter. On a Emmaüs depuis pas longtemps. Ok, autant profiter d'une promotion et du coup suivez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, sur Illico Green, sur n'importe quoi, sur LinkedIn ou par mail. Ok, dans ton nos LinkedIn contacts. aussi on te le donne si tu commences à devenir une influenceuse LinkedIn, c'est Marion Vité, V-I-2-T-E-T. De toute façon, le nom sera dans le titre du podcast. Donc voilà, écoute Marion, je te remercie pour le temps que tu as accordé, pour Merci à toi. toute l'expérience que tu as apportée dans ce podcast et voilà, tous les sujets qu'on a abordés. Et je te dis peut-être à une prochaine fois. Merci, salut.